Bonjour, donc nous allons continuer dans cette séquence sur les facteurs de la variabilité génétique des populations. Donc je rappelle que ces facteurs, ils sont au nombre de quatre. Les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Euh, Jusqu'à présent, nous avons vu les mutations et la sélection naturelle. Donc à présent, on va aborder le facteur, donc la dérive génétique. Donc la séquence 4 de notre chapitre donc génétique des populations, la séquence 5, la dérive génétique. Eh bien, c'est quoi la dérive génétique? La dérive génétique est une variation aléatoire des fréquences des allèles. Donc, variation en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction des générations. Elle est indépendante des mutations et de la sélection naturelle. Donc, si l'on veut faire une petite comparaison entre la sélection naturelle et la dérive génétique, donc, eh bien, on va dire que la sélection naturelle est orientée. C'est-à-dire que soit un allèle subit une sélection naturelle positive, donc, qui va faire donc, en sorte que sa fréquence augmente en fonction des générations, ou bien un allèle donc subit une sélection naturelle négative qui fait que sa fréquence diminue au fil des générations. Donc, pour la sélection naturelle, il y a une sorte d'orientation, soit dans le sens positif, augmentation des fréquences de l'allèle, ou bien soit donc dans le sens négatif, c'est-à-dire la diminution des fréquences de la fréquence de l'allèle. Pour la dérive génétique, c'est une variation aléatoire. Donc, la principale caractéristique de la dérive génétique, donc, c'est la variation aléatoire des fréquences des allèles au fil des générations. Donc, c'est un facteur qui est indépendant des autres, c'est-à-dire indépendant, par exemple, des mutations et de la sélection naturelle. Donc, la question donc de la problématique, si vous voulez, de cette séquence numéro 5 est la suivante. Donc, quelles sont les caractéristiques des allèles et des populations qui subissent l'effet de la dérive génétique? Eh bien, je vous présente ces schémas. Donc, c'est une sorte de modélisation simple de la variation des fréquences des allèles donc, selon la dérive génétique. Donc, ici, chaque récipient, donc, si vous voulez, représente la population durant une génération donnée. Donc, on va dire par exemple la génération G0, G1, G2, G3, G4, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Donc, les petites boules à l'intérieur du récipient, ça représente les allèles. Donc, vous avez ici, par exemple, par rapport à un gène donné, nous avons trois allèles, l'allèle bleu, l'allèle rouge et l'allèle jaune. Donc, nous avons ici donc 1, 2, 3, 4, 5, donc nous avons 15. Donc, on peut dire que, par exemple, durant la génération 0, l'allèle bleu est représenté par une fréquence de 5 sur 15. L'allèle rouge est représenté aussi par une fréquence de 5 sur 15, de même que l'allèle jaune est représenté par une fréquence de 5 sur 15. Et vous pouvez constater, donc au fil des générations, il y a donc une variation des fréquences des allèles. Par exemple, donc génération G0, G1, G2, G3. Dans la génération G3, par exemple, on va constater que donc l'allèle bleu est représenté par une fréquence de donc 8 sur 15. L'allèle rouge est représenté par une fréquence de 2 sur 15, alors que l'allèle jaune est toujours représenté par une fréquence de 5 sur 15. Dans la quatrième génération, on va voir par exemple, on va constater la disparition de l'allèle rouge et on a uniquement l'allèle bleu et l'allèle jaune qui sont donc
représentés respectivement par une fréquence de 9/15 pour le bleu et une fréquence de 6/15 pour le jaune. Bien. Ça aussi, donc, c'est à peu près donc, la même idée. Donc, chaque récipient représente une génération. Les petites boules à l'intérieur du récipient représentent donc des allèles. Et vous pouvez donc constater que sous l'effet de la dérive génétique, on peut par exemple voir que la fréquence de l'allèle bleu augmente en fonction du temps contre une diminution de la fréquence de l'allèle rouge. Et on peut se retrouver par exemple après un certain nombre de générations qu'on a une disparition totale de l'allèle rouge et on a donc l'allèle bleu qui est représenté par une fréquence qui est égale à 1. Donc on va dire que la population a fixé l'allèle bleu au bout d'un certain nombre de générations. Donc on a dit donc la dérive génétique, donc c'est la variation aléatoire des fréquences des allèles, et justement pour montrer qu'il s'agit donc d'une variation aléatoire des fréquences des allèles en fonction du temps, c'est-à-dire au fil des générations, un chercheur qui s'appelle Peter Bury a réalisé une expérience justement pour montrer cet aspect donc aléatoire de la variation des fréquences des allèles. Eh bien, c'est une expérience qui concerne donc la drosophile. Donc la drosophile, donc c'est un modèle expérimental intéressant dans les études de la génétique, dans les études de génétique. Eh bien, donc on a étudié un caractère. Ici, donc tout d'abord, je vais vous présenter donc quel est le caractère héréditaire étudié. On a étudié le caractère couleur des yeux. Et pour la couleur des yeux, nous avons donc pour la drosophile, donc en ce qui concerne l'exemple étudié, nous avons l'allèle BW75 rouge et BW blanc. Donc les individus homozygotes BW75, ils ont des yeux avec une couleur rouge. Les individus homozygotes BW, donc ceux qui portent l'allèle BW à l'état homozygote, ils ont des yeux blancs. Et les individus hétérozygotes BW75, ils ont un phénotype intermédiaire, c'est-à-dire dans ce cas-là, le phénotype orange. Et vous pouvez constater, donc, vu la présence d'un phénotype intermédiaire, qu'il s'agit d'un cas de codominance. Donc, c'est une transmission autosomique avec codominance. Alors, le chercheur a effectué l'élevage des drosophiles à travers un certain nombre de générations. Et vous avez ici donc des récipients qui servent à effectuer l'élevage de la drosophile. Bien. Alors, on va donc, puisqu'on a ici une succession de récipients d'élevage, c'est-à-dire ça représente une succession de générations. Et on va partir par exemple de la génération G0, G1, G2, G3 pour aboutir par exemple à la génération G5. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans cette opération d'élevage de la drosophile à travers plusieurs générations? Alors, on doit tout d'abord préciser le point de départ. Le point de départ, on choisit 16 individus, 8 mâles et 8 femelles, qu'on met dans un premier bocal, c'est-à-dire dans un premier récipient d'élevage. Alors, ces 16 individus, on les choisit de la manière suivante. C'est-à-dire les 16 individus portent le phénotype
intermédiaire, c'est-à-dire le phénotype orange. Et vous savez très bien que la particularité des cas de transmission autosomique avec codominance, c'est que on peut lire directement le génotype à partir du phénotype. C'est-à-dire, si les individus, les 16 individus qu'on a donc représentés donc dans ce petit modèle, 16 individus qui ont une couleur orange, c'est-à-dire tous les individus sont hétérozygotes. Ici, vous avez donc le point rouge, ça représente l'allèle BW75, et le point jaune, ça représente l'allèle BW. Donc, chaque petit rang représente le génotype d'un individu. Donc, vous avez ici, dans ce cadre-là, vous avez 16 individus, donc ils sont tous hétérozygotes. Et vous pouvez comprendre très bien que la fréquence des deux allèles égale 0,5 parce que donc c'est même pas la peine de faire le calcul, c'est-à-dire donc tous les individus sont hétérozygotes. Nous avons ici 16 individus, c'est-à-dire l'ensemble des allèles, l'ensemble des exemplaires d'allèles, c'est 32 allèles, et parmi ces 32, nous avons 16 qui représentent l'allèle BW75 responsable de la couleur rouge, et 16 qui représentent l'allèle BW responsable de la couleur blanche. Donc le point de départ, c'est-à-dire la génération qui va constituer donc la génération G0, ce sont 16 individus, 8 mâles, 8 femelles, et qui sont tous hétérozygotes, donc pour dire que nous avons la fréquence de l'allèle BW75 égale 0,5 et la fréquence de l'allèle BW est égale à 0,5. Bien. Alors, le calcul de la fréquence des deux allèles, donc dans cette étude, on va tout simplement calculer la fréquence de l'allèle, on va suivre l'évolution de la fréquence de l'allèle BW75 parce que c'est pas la peine à chaque fois de parler de BW75 et BW, on parle tout simplement de BW75. Pourquoi? Parce que si on dit par exemple que l'allèle BW75 a une fréquence de 0,6, eh bien automatiquement l'allèle BW il a une fréquence de 0,4. Si on dit 0,7 pour BW75, eh bien automatiquement ça veut dire 0,3 pour BW. C'est pour cela qu'on va parler uniquement de l'évolution de la fréquence de l'allèle BW75. Alors qu'est-ce qu'on fait dans notre expérience d'élevage des drosophiles? Donc vous avez dans le premier bocal, vous avez 16 individus, 8 mâles, 8 femelles. Vous mettez vos 16 individus donc dans le premier bocal. Vous les laissez donc se reproduire. Donc les mâles adultes vont se reproduire. Donc les mâles et les femelles vont s'accoupler. Et ils vont se reproduire. Et puis, donc, ils vont mettre les œufs. Donc la ponte, ils vont mettre les œufs dans le milieu de culture. Et on doit attendre un certain temps pour voir donc l'éclosion des œufs. Parce que donc le développement embryonnaire à l'intérieur des œufs, ça nécessite un certain temps. Et même après l'éclosion, on aura donc un certain nombre de stades larvaires qui vont être toujours au sein de ce milieu-là, ce milieu de culture, parce que le milieu de culture, dans cette expérience, il sert à la fois comme source de nourriture, et puis il sert aussi comme un milieu où s'effectue la ponte des œufs et le développement embryonnaire et la croissance des différents stades larvaires. Bien, donc après l'accouplement des 8 mâles et des 8 femelles, et après la ponte des œufs, et en attendant l'apparition des adultes de la génération G1, alors l'expérimentateur, il va à chaque fois enlever le bouchon pour laisser partir donc les adultes de la génération G0, et après il va remettre donc le bouchon, et après un certain temps, on va observer donc l'apparition des individus de la génération G1. Alors, comme donc par définition, donc la reproduction, ça sert donc à augmenter le nombre des individus de la population, donc vous pouvez par exemple constater que vous avez ici donc, on part de 16 individus qui constituent la génération
G0, eh bien, après un certain temps, donc on va obtenir les individus adultes de la génération G1 et qui peuvent être par exemple au nombre de 76. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces 76 individus qui constituent la génération G1? Donc, on doit faire on fait ce qu'on appelle un échantillonnage aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas les 76. Donc ici, j'ai utilisé des nombres un petit peu au hasard. 76 individus qui constituent la génération G1 ne va pas participer. Tous ces 76 individus ne vont pas participer donc à la reproduction pour donner la génération suivante. On va effectuer un échantillonnage aléatoire. Donc on va choisir au hasard 16 individus parmi ces 76. Mettons par exemple dans ce cas-là, on va choisir 16 et on va tout simplement éliminer les 60 qui restent. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces 16 individus donc qu'on a choisis d'une façon aléatoire? On va tout d'abord calculer les fréquences des deux allèles et nous avons dit qu'on peut facilement calculer les fréquences des deux allèles parce qu'il y a une correspondance directe entre les phénotypes et les génotypes, c'est-à-dire tout simplement, on va anesthésier les petits insectes, les drosophiles, et on va les observer sous la loupe binoculaire pour voir ceux qui ont donc les yeux rouges ou bien les yeux blancs et bien les yeux oranges. Et à partir de la répartition des trois phénotypes, on va pouvoir calculer la fréquence des deux allèles BW75 et BW. Et on a dit donc qu'on va tout simplement parler de la fréquence de l'allèle BW75. Donc, l'opération s'effectue comme suit. Premièrement donc, à partir de la d'une génération par exemple G1, on va effectuer un échantillonnage aléatoire de 16 individus, plus précisément 8 mâles et 8 femelles. Donc l'expérimentateur, en observant les mouches, les drosophiles anesthésiés sous la loupe binoculaire, il va donc être capable d'une part d'identifier le phénotype de chaque individu, c'est-à-dire rouge, blanc, orange, et il va aussi pouvoir identifier le sexe de la drosophile. Donc il y a des rayures sur l'abdomen, il y a donc des rayures sur l'abdomen qui peuvent donc indiquer est-ce qu'il s'agit d'un mâle ou bien d'une femelle. Donc, échantillonnage de 16 individus, c'est-à-dire par exemple dans ce cas-là, on va choisir 16 parmi 76, donc échantillonnage, 8 mâles, 8 femelles. Deuxièmement, donc on calcule les fréquences des deux allèles, parce qu'on va observer à la loupe la couleur des yeux, donc et on va pouvoir déterminer les trois phénotypes, et on va calculer les fréquences des deux allèles, en l'occurrence donc l'allèle BW75, et puis ces individus, on va les remettre dans un nouveau récipient d'élevage. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, parmi ces 76, on va choisir 16 individus, encore une fois, 8 mâles, 8 femelles, et on va les mettre dans le deuxième récipient, et ça va nous permettre donc, ça va permettre aux adultes de se reproduire pour donner donc une génération G2. Donc, les individus qui représentent la génération G1 et sont au nombre de 16, ils vont donner par exemple 120 individus qui représentent la génération G2. Et à partir de la génération G2, on va encore une fois effectuer un échantillonnage aléatoire. 16 individus parmi ces 120, 8 mâles, 8 femelles. On observe à la loupe les phénotypes. On calcule la fréquence des deux allèles. Et puis, on va remettre donc les 16 individus dans un nouveau bocal, etc. Et ainsi de suite, l'expérience se répète. Donc ici, vu donc qu'on doit donc faire un schéma simple, nous avons représenté ici donc la génération G0, G1, G2, G3 et
G4 jusqu'à G5. Mais Peterbury, le chercheur Peterbury, lui, il a réalisé donc cette expérience tout au long de 19 générations. C'est-à-dire, à chaque fois, il effectue un échantillonnage aléatoire à partir d'une génération Gn, il calcule les fréquences des allèles, il remet les 16 individus, 8 mâles, 8 femelles, dans un nouveau bocal pour que ces individus puissent se reproduire pour donner une génération Gn, Gn plus 1, Gn plus 2, etc. Donc, l'expérience, on a donc répété l'expérience durant 19 générations. Et non seulement on a répété cette expérience durant 19 générations, mais on a refait l'expérience de la même manière pour 107 populations. C'est-à-dire cette expérience-là qui part de G0 jusqu'à G19, donc de la génération G0 jusqu'à la génération G19, on refait l'expérience 107 fois, hein, donc de la même manière. Eh bien, on va voir donc pourquoi on n'a pas fait donc l'expérience uniquement une seule fois pour une seule population pour 19 générations, mais on a répété la même chose pour 107 générations et pour 107 populations, et pour chaque population, on a fait cette expérience tout au long de 19 générations. Et on va voir pourquoi. Bien. Donc, à chaque fois, nous allons, donc on a dit échantillonnage aléatoire de 16 individus, 8 mâles, 8 femelles, calcul des fréquences des deux allèles, remise de 16 individus dans un nouveau récipient d'élevage. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater, par exemple, au fil des générations? Eh bien, au fil des générations, on va constater, par exemple, que, donc ici on a représenté, par exemple, 3 générations. Mettons que, par exemple, ici, vous avez la génération G0. Et ici, par exemple, vous avez une génération Gn et une génération Gn plus 1. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que après un certain nombre de générations, on va voir que les fréquences des deux allèles ont changé. Par exemple, si au départ, nous avons BW75, la fréquence de BW75 est égale à 0,5, eh bien, après un certain nombre de générations, par exemple, dans la génération N, nous avons la fréquence de BW75 égale à 22 sur 32 est égale à 0,6875. Et durant, par exemple, la génération, disons une autre génération, on va voir que BW75 égale 26 sur 32 égale 0,8185. Donc, je rappelle ici que tout simplement, l'allèle BW75 donc, représente les yeux rouges, l'allèle BW représente les yeux blancs, et le phénotype intermédiaire, qui correspond donc au génotype hétérozygote BW75BW, ça représente donc ça exprime le phénotype yeux orange, c'est-à-dire intermédiaire, soi-disant, intermédiaire entre le rouge et le blanc. Bien. Donc, on va donc voir le document 1, donc, qui nous décrit l'expérience de Peterbury, donc qu'on vient d'expliquer au niveau des schémas précédents. Donc, expérience de Peterbury, 1957. Le chercheur a étudié la variation des fréquences respectives des deux allèles BW et BW75 responsables de la couleur des yeux. L'étude a concerné 107 micropopulations expérimentales durant 19 générations. Au début, chaque population comporte 16 individus, 8 mâles et 8 femelles, tous hétérozygotes BW75-BW, c'est-à-dire phénotype intermédiaire, yeux orange. Dans chaque descendance, on choisit au hasard 16 individus, c'est-à-dire l'équivalent de 32 allèles. Donc ce pool génique est constitué de 32 exemplaires d'allèles. 8 mâles,
On a donc 8 mâles, 16 individus, 8 mâles, 8 femelles. Après le calcul de la fréquence, donc 16 individus, donc c'est ce qu'on a appelé donc un échantillonnage aléatoire. Après le calcul de la fréquence de l'allèle BW75 à partir des phénotypes, les 16 individus constituent les parents d'une nouvelle descendance et ainsi de suite durant 19 générations. Mais on a répété l'expérience pour 107 populations. Les 16 individus donc constituent les parents d'une nouvelle descendance et ainsi de suite. L'expérience se répète 117 fois et durant 19 générations. Et on va voir ici donc les résultats de l'expérience, c'est-à-dire comment a évolué les fréquences des allèles. Donc ici, tout simplement, on vous rappelle donc le principe de l'élevage de la drosophile. Donc, le milieu de culture est un milieu nutritif pour les drosophiles. Donc, c'est là où les petites mouches donc, vont aller chercher, donc vont venir chercher leur nourriture. Il est aussi le lieu de la ponte et les terres qu'on a ici. Donc, on a du coton imbibé d'éther. L'éther permet d'anesthésier les drosophiles adultes pour les faire sortir du bocal et puis effectuer une étude statistique sur le phénotype. L'élimination des adultes après la ponte donc permet d'éviter le chevauchement des générations. On a déjà parlé du principe de ce que c'est que les chevauchements des générations. Alors, les résultats de Peterbury, ils sont les suivants. Donc, ça, c'est un diagramme en 3 dimensions. Donc, c'est un ensemble, c'est une superposition de 19 histogrammes sur 19 générations. Donc, vous avez ici, donc, dans cette dimension-là, vous avez donc de 0 jusqu'à 19 générations. Et à chaque fois, vous avez ici, donc, un histogramme qui correspond à chaque génération. Donc, tout simplement, ici, on a obtenu donc un diagramme à 3 dimensions, tout simplement parce qu'on a donc superposé plusieurs histogrammes. Mais si on veut voir les choses un petit peu d'une façon simple, on va dire tout simplement que la génération G0, c'est celle-là, et ici, vous avez donc la génération G19. Donc, dans la génération G0, vous avez un seul rectangle dans votre histogramme. Pourquoi? Parce que dans les 107 populations de départ, nous avons donc la fréquence de l'allèle BW75 est égale à 0,5 et la fréquence de l'allèle BW est égale à 0,5. Donc, dans toutes les populations, on a la fréquence de BW75 est égale à 0,5. Donc, on a une répartition statistique homogène. C'est pour cela que notre histogramme est constitué d'un seul rectangle. En ce qui concerne l'échelle étudiée, l'échelle utilisée, l'échelle adoptée, la hauteur du rectangle, donc ça représente 107 populations. Après 19 générations, donc la génération 19, donc les 107, donc le rectangle qui a une hauteur qui est équivalente à 107 générations, ça nous a donné plusieurs rectangles, donc plusieurs histogrammes. Donc parmi les 107 générations, donc on a plusieurs cas. D'une part, on a donc des populations, parmi les 107 populations, il y a un certain nombre qui ont fixé l'allèle BW75 et il y en a d'autres qui ont fixé l'allèle BW. Donc à gauche, ce sont les populations qui ont fixé l'allèle BW. À droite, ce sont les populations qui ont fixé l'allèle BW. Donc fixer un allèle, c'est-à-dire que sa fréquence égale à 1. Alors qu'est-ce qu'on peut constater dans cet histogramme? Eh bien, au fil des générations, on aura donc une variation de la répartition statistique, c'est-à-dire les histogrammes qui représentent
les 19 générations successives ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire l'histogramme, il varie progressivement au fil des générations. Donc, pour partir de la situation de la génération 0, qui est donc cet histogramme-là, et à la situation finale qui représente cet histogramme. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a constaté après un certain nombre de générations? Eh bien, on a eu donc que dans les 107 populations, donc l'évolution de la fréquence de l'allèle BW75 n'est pas la même. Donc la question qui se pose, c'est que pourquoi dans les 107 générations, on n'a pas donc la même évolution de la fréquence des allèles. Donc la preuve, c'est que ici, donc ce schéma-là, il vous représente donc l'histogramme de la 19e génération. Donc vous avez parmi les 107 populations, il y en a ceux qui ont fixé l'allèle BW, dont la fréquence est devenue égale à 1. Il y en a ceux qui ont fixé l'allèle BW75. Et il y en a, parmi toujours ces 107 populations, ceux qui se situent donc dans des situations intermédiaires. Donc, on a répété l'expérience de la même manière pour les 107 générations. Pardon, pour les 107 populations. On a répété l'expérience de la même manière, mais on n'a pas obtenu les mêmes résultats. Donc, en principe, si par exemple un phénomène répond à une règle bien précise, si on répète l'expérience de la même manière, donc on doit avoir le même résultat. Ici, on a répété l'expérience de la même manière pour les 107 populations et on n'a pas obtenu les mêmes résultats, eh bien parce que la variation des allèles, la variation des fréquences des allèles s'effectue d'une façon aléatoire. Donc, à travers cette expérience, le chercheur Peter Bury a essayé donc de montrer que la variation des allèles, la variation de la fréquence des deux allèles BW75 et BW, elle s'est effectuée d'une façon aléatoire. La preuve, c'est que on a répété l'expérience exactement de la même manière, 107 pour 107 populations, et on n'a pas obtenu la même variation de fréquence allélique. Donc, il s'agit bien d'une variation qui s'effectue d'une façon aléatoire. Donc, c'est ça le but de l'expérience de Bury, c'est de montrer que les fréquences des allèles, dans cette expérience, ils ont varié uniquement sous l'effet du hasard, donc de façon aléatoire. Donc, je reviens au document 1. Donc, on a dit, après le calcul de la fréquence de l'allèle BW75 à partir des phénotypes, les 16 individus constituent les parents d'une nouvelle descendance, et ainsi de suite. L'expérience se répète 107 pour 107 populations, et pour chaque population durant 19 générations. La hauteur de chaque rectangle représente le nombre de populations parmi les 107 qui ont la fréquence de l'allèle BW75 indiquée en abscisse. Donc ici, on vous montre comment il faut lire le graphique. Alors, la hauteur de chaque rectangle, ça représente donc le nombre des populations. Donc, si vous faites la somme de toutes les populations, eh bien, vous allez avoir 107 populations. Donc, après 19 générations, on va trouver que ces 107 populations se répartissent en plusieurs catégories. Et on a ceux qui ont fixé l'allèle BW, et on a ceux qui ont fixé l'allèle BW75, et il y a d'autres populations parmi ces 107 populations, ceux donc qui oscillent entre des situations intermédiaires, entre donc la situation de fréquence BW égale 1 et la fréquence BW75 égale 1. Donc ici, on va donc analyser les résultats. Première question des activités. Analyser les résultats obtenus dans l'expérience de Bury après 19 générations. Eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre comme réponse à cette question?
Dans l'expérience de Bury, on a effectué la même expérience pour 107 populations. On a suivi la variation de la fréquence de l'allèle BW75 dans chaque population tout au long de 19 générations. À chaque fois, les individus qui vont se reproduire pour donner une génération Gn plus 1 sont choisis de façon aléatoire dans la génération Gn. On parle d'échantillonnage aléatoire. On calcule les fréquences des deux allèles dans l'échantillon choisi, c'est-à-dire dans les 16 individus, puis on remet cet échantillon dans un nouveau récipient d'élevage pour la reproduction. Eh bien, quels sont les résultats de cette expérience? Pour les 107 populations, et après 19 générations, on a constaté que certaines populations ont fixé l'allèle BW75 dans la fréquence tend vers 1, d'autres ont fixé l'allèle BW, et une troisième catégorie oscille entre les deux cas extrêmes. Eh bien, puisqu'on a répété l'expérience 107 fois de la même manière, seul le hasard est responsable des différences des fréquences alléliques constatées donc entre les 107 populations après 19 générations. On a donc défini la dérive génétique comme une variation aléatoire des fréquences des allèles au fil des générations. Donc le but principal du chercheur Peter Bury, c'est de montrer qu'il s'agit d'une variation qui s'effectue seulement sous l'effet du hasard. La deuxième question, quelles sont les conditions qui favorisent la manifestation de la dérive génétique? Eh bien, ça, on peut donc, on doit répondre à la deuxième question à partir du document 3. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce document 3? Ce document 3 nous présente tout simplement une simulation informatique de l'effet de la dérive génétique sur les fréquences des allèles, selon l'effectif de la population. Alors, dans la figure A, nous avons donc la variation des fréquences des allèles. Donc ici, c'est la fréquence. Ici, c'est le temps. Donc l'axe des ordonnées, ça représente la fréquence des allèles. Et l'axe des abscisses représente les générations, c'est-à-dire le temps. Et chaque graphique, vous avez ici donc plusieurs graphiques, et chaque graphique représente une population. Alors, dans cette simulation mathématique, on a fait donc deux situations. Le premier graphique, il concerne des populations qui sont faites chacune de 10 individus. Et donc, c'est la figure 1. Le deuxième graphique, c'est-à-dire le graphique de la figure 2, il nous donne l'évolution des fréquences des allèles avec des populations qui sont constituées de 100 individus chacune. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici, dans cette simulation mathématique? Si vous utilisez des populations à effectif réduit, donc on va voir une très grande variabilité de l'évolution des fréquences des allèles. Donc, par exemple, pour un allèle donné, il y a des populations pour lesquelles donc, la fréquence de l'allèle va augmenter. Il y en a ceux pour lesquels la fréquence de l'allèle va diminuer. Et il y en a ceux pour lesquels donc, la fréquence de l'allèle va donc plus ou moins être relativement stable. Donc, on va voir ici une grande variabilité de la variation des fréquences des allèles en fonction du temps. Si on utilise des populations avec un effectif relativement élevé, c'est-à-dire par exemple ici 100 individus, et on va voir donc que la variation de la fréquence des allèles va être relativement réduite, donc on aura donc une tendance vers une sorte de stabilité. Donc, d'après ces deux graphiques, on va voir donc qu'on a une sorte de stabilité lorsqu'il s'agit de populations à effectif élevé.
une sorte d'une grande variabilité lorsqu'il s'agit d'une population à effectif réduit. Donc, quand est-ce que se manifestent donc l'effet de la dérive génétique? Donc, la dérive génétique donc, concerne surtout les populations qui ont un effectif réduit. Alors que les populations qui ont un effectif élevé, donc ils ont tendance à se rapprocher des conditions de Hardy-Weinberg, donc ils ont tendance vers la stabilité, c'est-à-dire une relative constance de la fréquence d'un allèle donné. Donc ici, vous avez donc le document 3, eh bien, il nous montre une simulation informatique de l'effet de la dérive génétique sur les fréquences des allèles selon l'effectif de la population. La figure A, vous avez donc dans la figure A des populations de 10 individus chacune. La figure B, des populations de 100 individus chacune. Et chaque courbe représente une population donnée. Donc la question nous dit quelles sont les conditions qui favorisent la manifestation de la dérive génétique. Eh bien, autre chose, donc il faut signaler, c'est intéressant de faire la comparaison entre la dérive génétique et la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est un phénomène orienté. C'est-à-dire que si un allèle, il vous donne des avantages, donc sa fréquence va augmenter au fil des générations. Si un allèle, donc, réduit les chances de survie et de reproduction pour les individus qui le portent, eh bien, la fréquence de l'allèle en question va diminuer en fonction du temps au fil des générations. Donc, on dit que l'allèle en question subit une sélection naturelle négative. Donc, la sélection naturelle, c'est un phénomène orienté, alors que la dérive génétique, c'est un phénomène qui n'est pas orienté, c'est-à-dire c'est une évolution aléatoire. Alors, quels sont les allèles dont la fréquence va varier d'une façon aléatoire? Eh bien, ce sont les allèles qui sont neutres vis-à-vis de la sélection naturelle. Donc, ils ne vous donnent ni des avantages, ils ne vous donnent ni des défauts, soi-disant, par rapport aux chances de survie et aux chances de reproduction, c'est-à-dire que ce sont des allèles qui sont neutres vis-à-vis de la sélection naturelle. Donc, les allèles qui sont neutres vis-à-vis de la sélection naturelle, ce sont des allèles donc ce sont les allèles dont la fréquence va varier d'une façon aléatoire en fonction du temps, c'est-à-dire au fil des générations. Parce que si ça donne un avantage, ça va subir donc l'effet de la sélection naturelle positive. Si ça donne un défaut, ça va subir donc l'effet de la sélection naturelle négative. Si c'est neutre vis-à-vis de la sélection naturelle, eh bien, la variation de la fréquence de l'allèle en question va s'effectuer de façon aléatoire. Donc, il y a deux facteurs qui vont donc favoriser la manifestation de la manifestation de la dérive génétique, à savoir les populations réduites et les allèles qui sont neutres vis-à-vis de la sélection naturelle. Les populations à effectif réduit. Pourquoi? Parce que les populations à effectif élevé, donc ils ont tendance à la stabilité parce que ça répond à l'une des principales conditions de la loi de Hardy-Weinberg, parce que dans la loi de Hardy-Weinberg, on avait déjà signalé que l'effectif doit être très grand. C'est pour cela qu'on dit effectif infini. Donc, à l'opposé d'un effectif infini, nous avons un effectif réduit. Et si vous avez l'effectif de la population réduit, eh bien, c'est un facteur qui va favoriser la manifestation de la dérive génétique. Donc, comme réponse à la question 2, qui nous dit donc quelles sont les conditions qui favorisent la manifestation de la dérive génétique, eh bien, comme réponse à la question 2, on va dire ce qui suit. Les conditions, voilà. Les conditions qui favorisent la manifestation de la dérive génétique. La dérive génétique concerne tous les allèles, mais son impact sur les allèles neutres vis-à-vis de la sélection naturelle est très important. C'est-à-dire les allèles neutres, c'est-à-dire qui ne confèrent ni avantage ni inconvénient vis-à-vis de la sélection naturelle. Donc on a dit, la dérive génétique concerne tous les allèles,
mais son impact sur les allèles neutres vis-à-vis de la sélection naturelle est plus important. L'effet de la dérive génétique est d'autant plus important que l'effectif de la population est réduit. Donc c'est ça la réponse à la deuxième question. Donc il faut noter donc deux facteurs qui favorisent la manifestation de la dérive génétique. Donc il faut être neutre vis-à-vis de la sélection naturelle et d'autre part, l'effectif de la population doit être relativement réduit. Troisième question. Quels sont les dangers qui menacent les populations isolées et de faibles effectifs? Donc, imaginez, donc, nous avons une population, par exemple une population d'animaux qui est isolée et qui a un effectif réduit. Alors, si une population isolée, c'est-à-dire que il ne subit pas donc l'effet de la migration, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de flux allélique qui provient des autres populations. Donc, c'est une population qui serait donc pauvre en ce qui concerne la diversité génétique, c'est-à-dire la diversité des allèles et la diversité des génotypes. Ça d'une part. D'autre part, une population qui a un effectif réduit va subir d'une façon très importante l'impact de la dérive génétique. Eh bien, la dérive génétique, il va donc appauvrir la diversité génétique. Pourquoi? Parce qu'on a soit donc l'élimination d'un certain nombre d'allèles, soit et la fixation d'autres allèles. Donc, la dérive génétique avec des populations à effectif réduit, donc va provoquer un appauvrissement progressif de la diversité génétique, c'est-à-dire que la population serait faible et ne pourra pas donc faire face aux variations des conditions écologiques du milieu, donc il sera donc menacé d'extinction. Et c'est ce qu'on veut dire donc à travers la réponse à la question numéro 3. Quel est le danger qui menace les populations isolées et de faibles effectifs? Eh bien, notre réponse donc est la suivante. Les populations isolées de faibles effectifs ne peuvent pas recevoir des flux alléliques extérieurs issus d'autres populations susceptibles d'enrichir la diversité génétique. D'autre part, l'effectif réduit augmente le risque de la disparition de plusieurs allèles sous l'effet de la dérive génétique et la fixation d'un nombre réduit d'allèles. Il y a donc une tendance vers l'homozygosie liée à l'appauvrissement de la diversité génétique. En absence de cette diversité génétique, la population est menacée d'extinction. Or, la diversité génétique est une propriété qui confère à la population la capacité de faire face aux variations des conditions écologiques du milieu de vie. Et enfin, comme réponse à la quatrième question, on va tout simplement faire le bilan de cette séquence qui concerne donc la dérive génétique. Alors, dans notre bilan, nous avons ce qui suit. Bilan, la dérive génétique est une variation aléatoire des fréquences des allèles au fil des générations. L'effet de la dérive génétique est plus important pour les allèles neutres vis-à-vis de la sélection naturelle et pour les populations à effectifs faibles. En tenant compte de la dérive génétique, on peut comprendre pourquoi les populations à effectifs faibles sont menacées d'extinction. En effet, l'effectif réduit favorise l'effet de la dérive génétique qui aboutit à l'appauvrissement de la diversité génétique. Voilà donc en ce qui concerne donc la séquence 5 qui concerne la dérive génétique comme facteur de variabilité génétique des populations. Voilà, merci et portez-vous bien.